Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Talk s'ouvre ce soir pour vous sur un sujet précis, le premier. Donc, Guillaume Soro évoque des réticences de certains cadres du RHDP concernant son retour. Le plateau n'a pas changé. Nos amis sont là, Herman, Élisée, Marius, Barry, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On démarre maintenant. C'est toujours un privilège pour nous d'être en votre compagnie. Ouvrons donc notre émission de ce soir avec ce sujet-là. Vous avez sûrement vu ce post sur la toile, celui donc de Guillaume Soro, président du GPS, qui dit ceci en substance. Presque un mois après mes échanges téléphoniques avec le président Ouattara, qu'ai-je constaté du RHDP? Des préalables. Toujours, il faut que Soro déclare son retour au RHDP d'abord. Il faut qu'il fasse preuve de sa sincérité, il faut le châtier. Il serait mal à vie de lui faire confiance. Et ce discours, je l'entends, je le comprends. Mais, dit-il, tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix. Messieurs, vous avez donc vu, entendu ce discours. Quelle est votre lecture, Barry, de ce poste qu'a fait Guillaume Soro? Bon, déjà, moi, depuis que je suis le Premier ministre Soro, je constate chez lui que généralement, ce qu'il dit et ce qu'il fait sont généralement très opposés. J'en veux pour preuve plusieurs de ses déclarations par le passé, que le public ivoirien a tant attendu, mais qu'il n'a pas retrouvé. Même plus récemment, quand il annonçait son retour d'exil, il y a un certain nombre de personnes qui s'attendaient à le voir à Abidjan. On l'a vu à Niamey, tantôt à Ouagadougou. Et je me dis qu'en tant qu'acteur politique, c'est peut-être aussi pour lui une manière de communiquer, c'est-à-dire que d'occuper la scène médiatique pour qu'on puisse parler de lui. Parce qu'un homme politique, régulièrement, pour exister, il a besoin qu'on parle de lui. C'est sa stratégie à lui, je ne peux pas la juger, mais je me dis qu'à la réalité, si déjà il appelle, dans son propos, il parle du président Ouattara. Et on sait que depuis 4 ans, lui et ses équipes ne reconnaissaient pas dans leur conception le régime du président Ouattara. Il parlait de régime inconstitutionnel. Je note que là, il y a une évolution. Selon vous, le discours aurait changé. Ça a changé, c'est un peu plus modéré. Très bien. Et je pense qu'il a aussi besoin de rassurer ses amis, ses proches, parce que de part et d'autre, il y a des extrémistes, je veux dire. Donc, ceux-là, comment leur faire comprendre que le président, le Premier ministre Guillaume Soro, en appelant le président Ouattara, ne s'aplatit pas. Il fait un geste politique qu'il pense profitable à ses équipes. Alors là, selon vous, si je suis bien votre argumentaire, vous dites souvent il dit une chose et il fait le contraire. Il fait autre chose. Donc selon vous, avec ça, ça veut dire qu'il y aura en réalité pas de problème. Moi, je ne serais pas surpris de le voir à Abidjan dans les prochains mois. Très bien. Marius Komoué, votre avis sur ce sujet-là, comment est-ce que vous appréciez ce poste de Guillaume Soro? Bon, alors, moi, je fais le constat de ce que M. Guillaume Soro est toujours dans sa logique de revenir au pays, de revenir sur la terre de ses ancêtres. Et à la matière, c'est vrai qu'il pond beaucoup de, permettez-moi l'expression, il diffuse beaucoup de publications, tant sur ses pages au niveau des réseaux sociaux, mais le contenu reste toujours le même, revenir en Côte d'Ivoire. Et le discours a un peu évolué, parce que dans son premier tweet, il avait, parlant de M. Ouattara, du président Ouattara, il avait dit « lui et moi ». Sans forcément le nommer. Ce qui, selon vous, passait mal. Voilà, passait mal parce qu'ils ne sont pas amis quand même. Ensuite, dans ce deuxième tweet, là, il dit clairement le président Ouattara. Bon, on connaît aussi l'homme, on connaît le politique et souvent, c'est non dit. Comme Barry le disait tantôt, prenons donc ces tweets avec beaucoup
d'intérêts. Analysons-les à tête froide, parce que Soro Guillaume, c'est quand même un fin limier politique. Et j'essaie... Au total, qu'est-ce que vous dites? Qu'il n'est pas sincère, que ce n'est pas vrai? Enfin, j'arrive pas... Non, je ne peux pas présager Comment est-ce que sa vous sincérité. analysez? C'est quoi? Seulement, Qu'est-ce que vous ressortez moi, de cela? j'écoute le discours de l'homme. Très bien. Et j'essaie tout simplement de me familiariser à sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire. N'empêche que j'ai quelques doutes sur sa volonté d'entrer dans les règles de l'art. Marius Komoré nous dit qu'il a quelques doutes sur la volonté de Guillaume Soro de rentrer selon les règles de l'art, donc en montrant patte blanche et faire en sorte de ne pas mettre à mal l'honorabilité ou le respect dû au chef de l'État, si je vous suis bien. Très bien. Élisée Boloubeu, sur quel postulat vous regardez déjà le fond, la forme de ce tweet-là? Moi, je vais être très honnête avec vous. Oui. Je pense, pour ce qui me concerne, que Soro Guillaume ne peut pas dire, le président Soro Guillaume ne peut pas dire qu'il veut aller à la décrispation et puis faire un tel tweet. Moi, je le dis honnêtement. Oui, parce que pour moi... De mettre en lumière ce qu'il ressentait, enfin, son ressenti vis-à-vis des autres. Vous voyez, à un moment donné, j'ai dit ici sur ce plateau-là que nos actes parlent plus que nos paroles. C'est cela. Monsieur Guillaume Soro lui-même le dit, il y a un mois de cela, il a pris langue avec le chef de l'État, avec le président de la République. Pour lui, là, qui est la personnalité la plus élevée du RHDP? C'est le président de la République? C'est le président du RHDP? Tu as pris langue avec lui. Est-ce que le président lui a montré une hostilité? Il a dit qu'ils ont eu à parler. Maintenant, cette sortie-là, elle obéit à quelle logique? Parce que je suppose qu'en appelant le président de la République, c'est une volonté de faire baisser la tension, de pouvoir calmer les choses. Maintenant, quand vous venez et que vous dites qu'un mois après, voilà ce que pense le RHDP, veut-il nous dire que ce préalable dont il parle, c'est des préalables qui lui ont été donnés par le président Ouattara, qui est le président du RHDP? C'est le préalable que lui a donné le président Ouattara, c'est ce qu'il veut nous dire ou bien? Si ce n'est pas le préalable qui lui a été donné par le président Ouattara, mais ce n'est pas une sortie utile. Dans la mesure où tu as parlé déjà avec le président, celui avec qui en réalité tu as affaire, en réalité, pas avec les autres lieutenants, avec lui. Et tu sais ce que vous vous êtes dit. Vous êtes engagé dans une dynamique de décrispation. Mais ça répond à quelle dynamique? À quelle logique? Si ce n'est encore pour exacerber les tensions, ce n'est même pas utile. Surtout quand on prend les différents points. Il dit par exemple, il faut que Soro déclare son retour RHDP. Est-ce que justement là, Élisée Boloubeu, est-ce qu'il ne met pas en lumière certains dits au niveau du RHDP, les informations qui seraient peut-être revenues. Je vous pose la question de savoir. Je vous pose la question de savoir. Soro Guillaume, son interlocuteur, c'est qui? Qui est son interlocuteur? C'est-à-dire, dans cette volonté de pouvoir entrer en Côte d'Ivoire, c'est qui son interlocuteur? C'est le lieutenant du président Ouattara ou c'est le président Ouattara? Moi, je pense qu'il faut être clair. Soit il décide d'écouter tout ce que les lieutenants du président Ouattara disent et il devient son interlocuteur, ou il décide donc d'échanger avec le président Ouattara directement et il reste à ce niveau. Donc, on ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est une mauvaise sortie. C'est une très mauvaise sortie. Et puis bon, quand les points qu'il évoque, mais attends, à un moment donné, quand même, il faut avoir de l'humilité. C'est normal que des gens pensent à un certain moment que tu dois faire preuve de sincérité. Parce qu'ils voient ce qui s'est passé. Il ne faut pas faire croire qu'il n'y a rien ne s'est passé. Donc c'est normal de leur part qu'ils te disent qu'ils ont besoin de preuve de sincérité. C'est un droit. Maintenant, c'est à toi d'afficher cette preuve de sincérité. Justement, d'autres peuvent même se saisir de ça pour dire tu n'es pas sincère. Parce que tu ne peux pas avoir appelé le chef de l'État avec qui tu as échangé pendant un mois et sorti un tweet pareil 2 ou 3 semaines plus tard. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on soit cohérent. Soit on veut aller à la paix et donc laisser tout le passé derrière nous, soit on décide de ne pas aller à la paix. Et puis on dit ouvertement aux Ivoiriens qu'on n'est pas prêt pour la paix. Et puis bon, les Ivoiriens s'en tiennent à ça. Mais on ne peut pas faire deux choses en même temps. Ce n'est pas possible. Moi, je crois honnêtement que ça n'avait aucun sens. Ce tweet-là n'était pas nécessaire. Si tant est que la volonté de M. Guillaume Soro, c'est de pouvoir apaiser la tension et permettre une entrée vraiment apaisée au pays. Ça n'a pas de sens. Bien noté. Alors, Herman Aboua, quel est votre regard comment est-ce que vous analysez cette actualité-là de Guillaume Soro? Élisée Boloubeu et Marius Komoré ont semblé dire, si je ne m'abuse, que attention, ce n'était pas utile. Vous avez échangé avec le président Ouattara, il faut s'en tenir à ce qu'il a dit, pas écouter donc ces bruits de couloir, et que cela pourrait démontrer d'une attitude à ne pas vouloir aller à la paix. Quel est votre regard là-dessus? Moi, je pense que Soro Guillaume, quand il parle le constat qu'il fait au niveau du RHDP, il sait de quoi il parle, parce que c'est sa famille politique à l'origine. Donc, quand bien même le président Ouattara, il a eu langue avec le président Ouattara, ça ne peut pas éluder le fait
il connaît la capacité des lieutenants et autres là dont on parle, les sons qu'il entend du RHDP. Il fait le constat, hein, et ça, je veux dire que nous tous, quand même, plus ou moins, on a vu les débats qui ont suivi. Les préalables dont il parle, c'est vrai que lui, il prend ça comme préalable, mais en réalité, c'est plus ou moins une certaine transfiguration que les gens demandent à ce que Soro Guillaume fait. Et j'ai même dit, j'ai évoqué ici, lorsqu'il avait évoqué la communication au téléphone avec le président Ouattara, j'ai dit, mais est-ce que ces ambitions sont mises à l'écart? Qu'est-ce qui a été le point d'achoppement? Pourquoi qu'est-ce qui a créé la dissension entre les deux hommes politiques? C'est l'ambition de Soro pour d'être candidat à la présidentielle un jour qui est le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, cela veut dire qu'il laisse à côté ses ambitions? Non, parce qu'on l'a constaté, il a dit qu'il rentre. S'il doit rentrer, les élections, c'est bientôt vous travaillez. Donc, je veux dire, il est toujours dans cela. Mais s'il sent que cela, ça peut aussi, il peut aujourd'hui s'imaginer que ça peut être un guet-apens, qu'il s'entende bien avec le président Ouattara. Bon, je ne suis pas dans sa tête, et que ses lieutenants et autres là, posent des préalables. Il est quand même sous condamnation. Et la question de sa condamnation n'est pas évacuée. Peut-être qu'il s'y prend mal en faisant des tweets pour le dire, mais certainement qu'il veut prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur l'ambiance réelle après ce coup d'été. Au travers donc de ce tweet-là, selon vous, Herman, et je voudrais rester avec vous, selon vous, est-ce que vous voyez une certaine bonne volonté, mais de la résistance de part et du côté du RHDP, alors que le chef de l'État et lui ont donc échangé pour entamer les jalons de la paix? Koumoui a bien fait de le dire. On sent que le plus important ici, c'est qu'il a envie de rentrer dans son pays. Mais comment ça va se faire? C'est là qu'il a des inquiétudes. S'il a des préalables, qu'il pense que derrière ces préalables, que même si ce n'est pas le président Ouattara qui les porte, que des personnalités politiques ou même la base au niveau du RHDP portent ces préalables, il faut bien qu'il fasse attention avec, parce qu'il ne faudrait pas que Soro vienne. On dit que tout va et à l'aéroport, qu'on l'amène à une autre destination. Il analyse tout cela. Ce n'est pas un acteur politique qui est comment on appelle là, c'est pas un acteur politique de rue. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi dans le RHDP. Il connaît l'environnement dans lequel il était. Très bien. Marius Komoué, dans la suite de son tweet, on lit bien qu'il dit « Et pourtant, ces propos n'entachent guère ma détermination, ma patience, car je suis un croyant. Les Saintes Écritures nous enseignent que chaque chose a son temps et chaque temps sa chose. » C'est vrai. Comment est-ce que vous analysez tout cela? Je vous disais tantôt qu'il faut lire ce tweet avec beaucoup de calme et il faut lire entre les lignes. Que lisez-vous entre les lignes, Marius Komoué? Qu'est-ce que vous découvrez entre les lignes? Monsieur Soro Guillaume ici dit des préalables. Toujours. Il connaît bien la maison RHDP. Qui lui dit qu'il y a des préalables? Pourtant, il a pris langue avec, comme l'a dit Élysée, avec le président Ouattara. Est-ce que le président Ouattara lui a opposé des préalables avant qu'il n'arrive à Abidjan? Nous ne le saurions. Herman disait peut-être qu'il veut prendre l'opinion à témoin. Quel est votre avis là-dessus? Aucunement, parce que dans les faits, les deux tweets de ces derniers temps, d'abord le tweet après avoir pris langue avec le président Ouattara, et cet autre tweet ne nous l'atteste pas. Mais là où je tombe presque des nues, c'est lorsqu'il dit mais tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix. C'est tout vous dire. Comment il peut déterminer que le président Ouattara, qui est le premier décideur, celui-là même qui peut lui permettre d'entrer en Côte d'Ivoire et qui a permis au président Gbagbo d'être là, qui a permis également au président Charles Blé Goudé du COJEP d'être là, et qui a permis à tous ces exilés de rentrer, y compris à tous nos militaires qui ont été incarcérés, de recouvrer la liberté. Il dit que, est-ce qu'il est convaincu que le président Ouattara n'est pas prêt à aller à la décrispation? Enfin, Marius, on lit bien, hein? Est-ce qu'il a dit ça? On voit bien le texte. Mais moi, je ne vois pas le cacique ou les faucons du RHDP. Son interlocuteur principal est le président Ouattara. Tout à fait. Ça, nous sommes d'accord. Voilà. Et donc, tant qu'il est en contact avec le président Ouattara, il n'a pas besoin d'écrire tout ça. Ce qu'il veut dire, il dit, et il va plus loin pour citer les Saintes Écritures. L'homme, on le connaît. Moi, il a été mon secrétaire général à la FESI. Ah, vous êtes un ancien de la FESI, mais bien entendu, vous pensez que tous ces jeunes leaders et autres cadres viennent d'où? Nous venons tous de la FESI.
Mais donc, on ne peut pas... Vous nous informez. Ah, mais oui, mais C'est Damana l'information Picasse, capitale. c'était son numéro 2. Très bien. Et moi, j'étais un des hommes de Damana Picasse. Très bien. Alors, donc, le dire aujourd'hui, c'est faire preuve Non, mais d'honnêteté. c'est très bien. Donc, ce que j'ai dit, c'est ça, ce qui est là, et c'est une vérité vraie. Très Quand bien. il dit, alors, quand viendra l'heure de la décrispation vraie, je serai au rendez-vous, toujours. C'est Soro qui a parlé, et nous, on a compris. L'actualité sur Guillaume Soro ou sur tous les points, tous les leaders de l'actualité politique, ça bouge toujours. On reviendra, mais nous sommes obligés, pour une contingence de temps, à avancer et surtout maintenant parler de la fonction publique. Et je vais commencer avec vous, Élisée Boloubeu. Alors, Élisée Boloubeu, certains concours à forte demande ont été supprimés en cette année 2024. Certains concours de la fonction publique à forte demande ont été supprimés. Quelles sont les raisons d'une telle décision? Alors que la demande est peut-être forte, vous allez peut-être me contredire ou appuyer mes propos, mais pourquoi certains concours à forte demande au niveau de la fonction publique ivoirienne ont été supprimés, Élisée Boloubeu? Bon, moi, je veux juste m'en tenir à la déclaration même de la direction des concours, qui explique clairement que ces concours ont été supprimés simplement parce que l'administration publique n'a exprimé aucun besoin de personnel dans les emplois susmentionnés. On pourrait revenir sur ces emplois-là. Il s'agit par exemple adjoint administratif, commis du trésor, agent d'encadrement des douanes, agent de constatation des impôts, assistant comptable, maîtresse d'éducation permanente, maîtresse adjointe d'éducation permanente, maîtresse d'éducation physique et sportive, et puis j'en passe. Voilà, donc à lire la note de la fonction publique, c'est que l'administration publique aujourd'hui n'a exprimé aucun besoin de personnel dans ces emplois-là. Et donc, étant donné que l'administration publique n'a aucun besoin de personnel dans ces emplois, on ne juge pas utile de mettre ces emplois-là à concours. Parce que quand on recrute ces personnes-là, c'est pour répondre à un besoin. Si donc il n'y a pas de besoin, on les recrute sur quelle base? Donc c'est dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison de les recruter. Mais en même temps, moi, je pense que ça me pose un problème. Parce qu'un État, en réalité, il est dans l'anticipation. Si tant est qu'on a vu plus ou moins l'évolution de l'administration et on s'est rendu compte à un certain moment donné que ces emplois-là allaient être saturés, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réfléchi, imaginé la nécessité de reconvertir, notamment au travers des curricula de formation, pour aller sur plutôt des éléments de besoin au niveau de l'administration. Et on est resté toujours dans ces formations classiques-là, qui aujourd'hui nous amènent dans une situation difficile. Des gens qui sont formés, ou bien qui ont des compétences dans un domaine, mais qui ne peuvent pas servir au niveau de l'État, parce que justement, il n'y a pas de besoin au niveau de l'administration. Bon, c'est des choses qu'on aurait dû prévoir depuis. Ça aussi, ça pose la question de cette adéquation, formation et besoin en emploi. Ça, depuis des années, ça a été, comment dirais-je, au centre des échanges même entre l'administration publique et puis le privé, qui a dit qu'il n'a... Le privé a toujours dit qu'il n'a pas un problème d'embauche. Le problème du privé qui fait qu'aujourd'hui il n'embauche pas, c'est qu'il n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. C'est ça son problème. Parce que le privé, lui, il est dans une dynamique de faire du chiffre. Il a besoin de personnel qualifié qui puisse lui permettre de faire du chiffre. Donc, ça fait l'objet même d'une rencontre entre le secteur privé et le secteur public pour étudier la faisabilité de la redéfinition des curricula de formation au regard. Mais on sent que justement, quand on voit de telles informations, ça veut dire que ça n'a pas fondamentalement évolué et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Herman Aboua, alors il y a un vivier de personnes qui veulent travailler. Certains concours donc sont supprimés. Élisée Boloubeu nous dit qu'il aurait fallu que la question puisse faire, enfin, les résolutions de cette rencontre-là puissent être mises en œuvre afin que les curricula soient adaptés aux besoins actuels. Quelle est votre réalité, votre réaction, Herman? Ce qu'Élisée dit, c'est tout à fait sensé. Il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont ailleurs ou bien qui n'existent plus. Il y en a qui sont décédés et qui continuent de toucher leur paye. C'est-à-dire que ce sont des places que ces personnes qui sont fictives là occupent qui pourraient profiter justement à ces gens de personnel-là. Il y a aussi dans l'administration des gens qui sont payés à ne rien faire. Est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à un système où les fonctionnaires qui ont été recrutés travaillent, je veux dire, de façon efficace à satisfaire tous les besoins de l'administration? D'où vient, parce que la note ne précise pas exactement, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas une année dans une administration qui a au moins près de 300 000 agents et fonctionnaires de l'État, qu'on n'ait plus besoin d'un secteur, dans des postes qui sont bien précis, qu'on n'ait plus besoin. Est-ce qu'on est arrivé à une certaine performance des agents qui sont déjà là pour qu'on fasse un blackout sur des recrutements sur une année? Dans tous les cas, pour l'instant, nous réagissons sur le point et puis nous allons donc inviter
quelqu'un de la fonction publique a l'effet d'éclairer nos lanternes sur les raisons profondes de cette note-là. Mais je voudrais qu'on puisse parler, Lisée, rapidement. Il y a eu une certaine année où il y a eu donc au niveau des emplois fictifs, il y a eu une action que le gouvernement a eu à faire Oui, à l'effet de les démanteler. Oui, à ce niveau-là, je pense que quand même des efforts sont faits depuis quelques années. Déjà même sous le magistère du ministre Niamien Konan, Oui. voilà, il avait extirpé des lots de la fonction publique plusieurs faux diplômes d'abord et puis donc plusieurs faux fonctionnaires, Voilà. c'est-à-dire qui étaient rentrés là de façon frauduleuse. À la suite du ministre Niamien, quand la ministre Anne Oloto est arrivée, bon, disons après Niamien, il y a eu Issa Koulibaly, mais après Issa Koulibaly, quand Anne Oloto est arrivée, elle a poursuivi sur cette voie-là et il y a eu plusieurs personnes en tout cas qui ont été extirpées des rangs de la fonction publique. Que ce soit même déjà ceux qui sont en activité, mais mieux, elle a mis en place un système de nature même à pouvoir combattre la fraude même pendant les concours. Parce qu'arrivé un moment, il y a des personnes qui ne composaient même pas, paraît-il, hein, je n'ai pas la preuve, qui ne composaient pas, mais qui retrouvaient leur nom dans les fichiers. Donc elle était arrivée à mettre en place un mécanisme qui était vraiment qui était arrivé à résorber cette situation-là. Donc il y a des efforts que la ministre fait. Très bien. Je crois que c'est dans cette dynamique d'ailleurs qu'on décide donc, après avoir fait l'audit de cette administration-là, on comprend qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces différents postes-là. Donc, je crois que quand même ça, c'est des éléments qu'il faut aussi notifier. Marius Komoué, est-ce que vous pensez que cette mesure-là pourra réguler la question de ceux qui ont des positions, qui ont eu donc des concours, mais qui sont assis à la maison à ne rien faire? Vous l'avez dit, on a reçu sur ce plateau le syndicat donc, des impôts Tout à fait, qui avait qui se parlé de plaignait ce déjà. Et problème-là, puis, il n'y a ouais. pas que ça. Oui, vous avez beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui qui sont payés à ne rien faire. Ils sont assis chez eux à la maison. Et chaque mois, on va fouiller dans la poche et dans le porte-monnaie des Ivoiriens pour pouvoir payer ces gens-là. C'est inacceptable dans un État comme le nôtre. Puis, l'éducation nationale au niveau du secondaire manque aujourd'hui d'enseignants en mathématiques, en sciences naturelles. Il faut dire qu'aussi, enfin, certains partent aussi. Hein. Mais Certains oui, font même des s'ils concours sont- pour mais aller il faut bien les ailleurs. remplacer. C'est ça le rôle d'un État. C'est cela, c'est Même cela. s'ils sont une centaine qui sont partis, l'État doit avoir les moyens de pouvoir les remplacer. Aujourd'hui, vous avez des élèves en classe de terminale C, des terminales D, qui n'ont pas d'enseignants de mathématiques dans leur lycée. Il faut des travailler à professeurs, cela, oui, ouais. des enseignants de sciences naturelles se transforment en enseignants de mathématiques. Ça ne peut pas marcher. Non, La mais preuve. c'est possible. Mais c'est une réalité. c'est Non, possible. non, Si ça tu aussi, deviens professeur d'anglais, ça aussi c'est possible. Un professeur d'anglais qui devient professeur de mathématiques, Voilà, Pas ça, forcément, c'est mais Pas celui de forcément sciences qui nat, c'est devient, possible. mais bon, je veux dire, il y a mais des c'est choses qu'il peut pratiquement faire. impossible. Il ne faut même pas dédouaner La l'État vision à la très matière. francophone. J'ai enseigné, on m'a appris l'anglais, j'enseigne l'anglais, je ne peux pas me transformer en professeur de mathématiques. Un comptable ne peut pas être un informaticien. Pour vous, ce n'est pas possible d'imaginer donc Même ce mariage. s'il a Mais- le B à bas du métier. Mais il y a des personnes qui ont ces compétences-là qui se permettent de faire ce Mais- mixte. Hein. Même au niveau des ingénieurs, Oui. des grands travaux, nous sommes en manque total aujourd'hui, tant dans les bâtiments Très que bien. dans les routes et le transport. Très À bien. la matière, l'État doit former des gens que d'aller chercher à former, à faire des concours pour des postes déjà pléthoriques avec des agents qui n'ont Merci de notre beaucoup. administration à ne rien faire. Alors, Barry, avec vous justement, est-ce que cette nouvelle, ce texte vient diminuer la masse salariale, selon vous? Diminuer la Bien masse rééquilibrer salariale, peut-être, ce sera peut-être le bon non, terme, moi, rééquilibrer. je ne le perçois pas ainsi. Moi, je pense que quand on est un ministère comme le ministère de la fonction publique, on sait que le cœur de l'État, c'est son administration. C'est cela. Plus vous avez une administration compétente, plus l'appareil de l'État il fonctionne de façon optimale. Donc, ce que je veux dire, c'est que le ministère de la fonction publique a certainement pris des décisions stratégiques C'est cela. dans le cadre de son management. On a reçu le responsable du syndicat des impôts la dernière fois qui qui en nous parlait. parlait de 200 ou 300 agents qui étaient à la maison. C'est une réalité. Mais ça, c'est celui des impôts qui a parlé. Et les autres pans de l'administration. Tout à l'heure, le grand frère Marius a évoqué les profs de maths. Justement, il y a un nombre de stéréotypes qui ont été développés au niveau des profils des candidats. Moi, je dis toujours qu'un étudiant en biochimie peut faire un excellent professeur de mathématiques. Justement, il faut s'adapter à la réalité de l'offre qu'on a. C'est Les ça. profils qui sont dégagés quand il s'agit d'un recrutement. Quand on n'a pas assez de profs de maths à la base qui sont mathématiciens, on essaie d'innover. Et les sciences naturelles, les sciences expérimentales, ils peuvent faire les maths. Il suffit juste de les mettre dans les conditions pour que Les conditions l'individu salariales.
les conditions salariales, mais aussi leur offrir peut-être des formations avant le concours pour qu'ils puissent s'adapter. C'est une solution. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est une solution. Très bien, Barry. Herman, je reviens sur la question que j'avais posée à Barry. Est-ce que selon vous, cette donne-là nous permettra d'avoir un rééquilibrage au niveau de la masse salariale? Oui, la masse salariale, moi je ne crois pas que ça puisse bouger, puisque dans certaines administrations, certains ministères, Ça varie, il y a des primes dont certains agents, auxquels certains agents ont droit, et pendant qu'ailleurs, n'en ont pas. Donc je veux dire, tant que tu vas prendre un agent des impôts, tu vas le recruter. Même si tu prends 3 autres qui sont dans les services où il n'y a pas de prime, lui déjà, il monopolise 3-4 salaires qu'on pourrait partager aux autres. Les primes, ce n'est pas chaque mois aussi, Herman. C'est tous les 3 mois, mais c'est des budgets. C'est-à-dire qu'en réalité, on donne ça trimestriellement, mais en réalité, c'est du pognon. Enfin, un bon salaire. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la longue période d'attente avant affectation. Ou même avant même que le gars touche son premier pécule. Les gens attendent 2 ans avant qu'on leur verse de l'argent. Pourquoi ? Tout le village t'attend. La longue période d'attente. Tu as eu le concours, tu as fini la formation, parce que l'État maintenant joue sur toi pendant 1 an ou 2 ans avant qu'on t'affecte une fois. Souvent même, tu dois aller trouver des mécanismes pour qu'on t'affecte. Voici les questions que Madame le ministre d'État doit pouvoir adresser. C'est vrai qu'on comprend qu'elle veut essayer de diminuer la masse salariale. Elle n'a qu'à négocier avec les structures de l'État où il y a des primes qui frustrent les autres pour essayer de diminuer aussi. Bon, je me dis, chacun a son travail, prend des risques, doit avoir des primes. Si d'autres n'ont pas, ça ne sert à rien qu'on envoie. La question des primes fera l'objet d'un sujet. Nous allons maintenant ouvrir toute la place à l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui initie la 25e édition du prix Ebony. Qu'est-ce qui change? Quels sont les enjeux de cette 25e édition? Monsieur Jean-Claude Coulibaly, président de cette union, nous rejoint maintenant. Et avec beaucoup de plaisir, nous allons donc échanger avec lui sur la soirée, sur les innovations 2024. Il y a donc cet aspect du présentateur télé qui sera à la désignation et surtout fait par le public. Merci en tout cas d'être venu pour nous parler de cette 25e édition du prix Ebony, prix très important qui donne la voix et qui dit aux journalistes merci beaucoup, nous apprécions ce que vous faites. Merci d'être venu, monsieur Jean-Claude Coulibaly. Bonsoir encore une fois. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Notre plaisir. Voilà. Merci. Alors, le prix existe depuis 1993, à l'initiative donc de Honora de Yedagne et de tout ce qui était avec lui à cette époque-là pour honorer les journalistes. Aujourd'hui, en 2024, quelles sont les avancées ou quels sont les acquis que vous avez pu obtenir avec ce prix avant de dérouler donc, le process de votre présence ici? Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que le prix Ebony est un prix perfectible. C'est-à-dire c'est un prix qui évolue avec son temps. Et nous étions au départ dans la formule de la nuit de la communication. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans cette formule de week-end des Ebony. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, cela fait partie de notre innovation majeure. Aujourd'hui, on ne parle plus de la nuit des Ebony, on parle d'un week-end. Pourquoi un week-end? Un week-end des Ebony, tout simplement parce que nous avons estimé qu'en une seule nuit, on ne pouvait pas vraiment, non seulement se récréer, mais surtout réfléchir sur les grandes questions, en tout cas les grands défis que doivent faire face les journalistes. Vous savez, par le passé, on choisissait un thème. Chaque année, c'est le cas d'ailleurs. Oui. Mais le thème était juste effleuré à travers 3 phrases dans le discours. Et puis on passait à autre chose, à la fête, on va dire à la célébration. À la célébration. Et nous avons estimé que pour des intellectuels, parce qu'il ne faut pas oublier que les journalistes sont des intellectuels, ce n'était pas vraiment une bonne formule. Et il fallait trouver la meilleure pour pouvoir non seulement parler de ce thème, l'épuiser et puis, va sans dire, trouver des pistes de solutions pour notre corporation. C'est pourquoi le vendredi est consacré à cela. C'est vrai qu'il y a l'inauguration du village Ebony, qui est l'une de nos innovations aussi. Et on en parlera. On en parlera. Et puis ensuite, dans l'après-midi, il y a un panel de haut vol qui, cette année, va traiter du thème qui est le journaliste face à l'intelligence artificielle, au défi de l'intelligence artificielle.
Un thème C'est très important. Très, très important. Et il faut vraiment consacrer juste un après-midi à ce thème-là et qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Très bien. Parce que c'est vrai qu'il y a les fake news aujourd'hui, il faut le rappeler. Donc, il faut établir des fact-checking très importants. Très important, mais aujourd'hui, c'est plus que les fake news avec l'intelligence artificielle. Ouais. Très bien. Herman Aboua. Bon, avant de revenir sur le thème, je voudrais tout de suite, je sais que vous portiez avec même vos prédécesseurs la question de la prise en charge même des journalistes. Je vous avais une lutte sur un combat que vous menez concernant la subvention où vous souhaitiez que l'État apporte aux journalistes 0,001%. 0,01% du budget de l'État. C'est-à-dire que si on est à 13 000 milliards de francs CFA comme budget d'État aujourd'hui, ça va faire environ 13 milliards. Où est-ce que vous en êtes dans vos discussions avec le gouvernement sur cette question? Vous savez, c'est un vaste projet qui ne dépend pas seulement d'un seul acteur. Je vais parler de l'UNJCI. Ça dépend aussi de plusieurs acteurs parce qu'il y a un travail de lobbying derrière. Mais je pense que sur la question, on a plus ou moins avancé. L'État fait déjà beaucoup à travers, d'abord, il y avait le fonds de soutien et de développement de la presse. Aujourd'hui, c'est l'ASDM, c'est-à-dire l'Agence de soutien et de développement aux médias. L'État fait beaucoup, mais nous pensons qu'il y a beaucoup encore à faire. C'est pas, je vous dirais, c'est pas suffisant. Parce qu'on ne peut pas soigner, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est dans un état comateux avec un cachet d'aspirine. Ah oui, ça c'est clair. La presse est vraiment sinistrée. Quand je parle de la presse, c'est la presse dans toute son entièreté. Je vais parler des 4 supports médiatiques, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse numérique. Je fais juste un point dans votre élément de réponse à Herman. Quels sont les éléments qui prouvent, qui démontreraient donc ces sinistres dont vous parlez? Oui, il y a eu plusieurs études. Juste quelques points. Il y a eu plusieurs études. Il y a eu les états généraux que tout le monde connaît, à saluer à l'époque, qui a permis vraiment la création de ces structures que vous connaissez, telles que le fonds qui est devenu l'ASDM et ensuite la KIDP, etc. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Ça, on a eu, comme je l'ai dit, il y a eu un chemin qui a été fait. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ce qu'il faut faire, surtout un pas, et ça, c'est le plaidoyer. Il faut que l'État vraiment investisse dans la presse. Parce que tout État démocratique qui n'investit pas dans la presse, vraiment, est appelé à être ce que je peux appeler un nez démocratique. L'État vous dira, on a investi, on fait des efforts. Non, mais l'État fait des efforts, mais pas dans le sens que nous voulons. L'objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner la presse, mais pas timidement. Il faut accompagner la presse de façon subséquente. Exemple, qu'est-ce que l'État du monde C'est devrait pourquoi nous parlons justement des 0,01%. Tout à fait. Parce que, bon, c'est vrai, l'État nous aide, mais quand parfois c'est 2 ou 3 milliards pour 2 ans, pour 3 ans, vous voyez que pour toute la presse, on vient de nous ajouter maintenant la télé. Avant, c'était la presse écrite. Mais maintenant, il y a la télé et il y a les autres supports. Donc, du coup, la vous masse voyez que, voilà, c'est-à-dire que l'assiette, en tout cas, qui n'était pas encore grande, s'est rétrécie davantage avec plus de personnes. Et donc, vous voyez que c'est compliqué. Nous estimons que si on va dans ce sens, vous allez voir qu'en aidant la presse, on aide aussi la démocratie ivoirienne. Mais est-ce que, justement, avec le 0,01%, l'assiette s'élargit? Oui, l'assiette s'élargit. L'assiette s'élargit parce que 13 milliards, ça peut quand même apporter beaucoup à la presse. Nous sommes dans une situation conjoncturelle. Et bon, elle est mondiale. C'est ça. C'est vrai. Mais nous avons besoin vraiment de l'État. Pas pour distribuer ce qu'on appelle des primes à la médiocrité, mais pour aider vraiment les vrais entrepreneurs, les vrais acteurs, pour leur permettre vraiment de faire leur travail. Si on aide les partis politiques, c'est vrai, on nous dira que c'est inscrit dans la Constitution, mais on peut aussi le faire pour la presse, qui est vraiment un acteur majeur, un acteur principal vraiment dans le mécanisme démocratique en Côte d'Ivoire. Je vais un peu titiller, je m'en excuse déjà au plateau. Quand vous dites que vous n'attendez pas que l'État fasse des actes de médiocrité ou de primes à la médiocrité, exemple. Non, je veux dire que c'est vrai, on a un marigot. Le marigot n'est pas tout à fait à Sénige. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a des acteurs, par exemple, qui font des efforts. Qui font des efforts à respecter certains critères qu'on demande. Les critères, c'est au niveau, par exemple,
des charges si vous voulez, salariales, au niveau, par exemple, des charges sociales, au niveau, si vous voulez, des impôts, etc. Bref, ce sont des acteurs qui ont mis en place ce qu'on appelle des entreprises viables et qui respectent les règles de l'écosystème. Si on réussit à aider, par exemple, ces entreprises, je pense que la Côte d'Ivoire même va beaucoup gagner. Par la Côte d'Ivoire, vous le savez, est la locomotive de la sous-région. La Côte d'Ivoire, c'est 40% de la masse monétaire de l'UEMOA. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir une presse qui est à la traîne. La Côte d'Ivoire qui veut véritablement jouer le grand rôle, qui a un destin même de leaders en Afrique, ne peut pas avoir une presse vraiment à la traîne. La Côte d'Ivoire doit avoir une presse qui est à son image. Voilà pourquoi nous investissons dans ce projet-là. Nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, si Dieu le veut, et la bonne volonté des autres, nous devons nous retrouver en tout cas en séminaire pour pouvoir débattre de tout ça afin de porter vraiment les doléances des journalistes. Pourquoi pas apporter par exemple un livre blanc aux autorités de ce pays. Voilà. Barry. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de la presse dans la construction démocratique et dans la vie politique même de l'État. Alors, en tant que président de l'UNGCI, qu'est-ce que vous pensez de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, je salue déjà la suppression de la garde à vue. Depuis 2017, la loi sur la presse supprime la garde à vue. C'est vrai qu'on veut essayer de contourner cette avancée majeure-là en prenant un journaliste à 8h et puis en le libérant à 18h, à 16h. Je pense que déjà... Dans le cas de notre collègue, c'était de 9h et puis il est rentré à la base à 10h. Il ne faut pas exagérer aussi. Bon, lui, il a eu de la chance. Bon. Oui, sinon, je dans pense son cas. Que, pour les autres, je ne sais pas, mais je parle de son cas. Moi, j'ai eu à assister, par exemple, des audiences de 8h jusqu'à 18h par là. Et parfois, même, ça s'est tourné, on s'est retrouvés au palais de la justice pour des flagrants délits Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est clair. Mais je pense que... Mais les textes disent non, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Et il y a des avancées. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de liberté de presse en Côte d'Ivoire. Il suffit seulement de jeter un coup d'œil dans nos kiosques et puis on verra que vraiment chacun s'exprime librement. Mais il y a comme vous le savez, la liberté n'est pas quelque chose d'acquis. N'est pas quelque chose qui est automatique, n'est pas quelque chose. La liberté n'est pas acquise. Elle s'acquiert au fur et à mesure. Elle est une lutte permanente. Processus. C'est un processus. Et je pense que avec l'aide des autorités, parce que l'UNCI ne se met pas en opposition au gouvernement, aux autorités. L'UNCI veut s'ériger en partenaire pour aider véritablement les autorités à mieux faire la promotion de la liberté de la presse, à nous aider, nous journalistes, à nous exprimer librement et à exercer notre métier dans les limites que nous confère la loi. Voilà. Marius? 2 questions à M. le Président. Alors, la première question, la convention collective. Vous le disiez tantôt, l'État de Côte d'Ivoire, à travers des députés, ont voté une loi permettant donc à la presse de bénéficier des financements publics. Et donc de l'argent du contribuable, donc l'argent qui sort des porte-monnaies et des poches des Ivoiriens. En retour, la presse devrait pouvoir honorer ses engagements à travers les entreprises de presse, les patrons de presse, en payant convenablement les journalistes dont vous avez la charge de défendre les droits et intérêts. À la matière, la convention collective qui devrait permettre à tout journaliste de mieux être rémunéré dans sa rédaction n'est pas appliquée. Qu'en est-il exactement? Très bien. Oui, vous venez vraiment de toucher un point névralgique. Je reviendrai après sur la deuxième question. Si le temps nous le permet. Ah, si. Vous venez vraiment de toucher, comme je le disais. On ne pourra pas poser la deuxième question, on va peut-être aller là-dessus et puis se retrouver au week-end justement voilà, des Vous venez de toucher un point névralgique, je pense. C'est très important. Il y a eu des lois qui ont été votées. Vous savez que dans ce pays, il y a beaucoup de lois qui sont votées. Et dans l'application, c'est compliqué. Je ne jette pas vraiment la pierre seulement au patron de presse. Je parle un peu de l'écosystème. C'est l'écosystème, en tout cas, en Côte d'Ivoire, surtout l'écosystème de la presse qui est à repenser. Qui ne favorise pas donc l'implémentation de cette loi. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, il y a la mévente des journaux, il y a la rarification aujourd'hui des recettes publicitaires. Et ça ne touche pas seulement la presse écrite, ça touche véritablement tous les médias.
il y a tout cet écosystème défavorable aujourd'hui qui est lié véritablement à l'environnement même mondial. Ce n'est même pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Voilà, qu'il faut voir et repenser. La seule chose qu'il faut encourager, je pense, c'est de faire en sorte que, à notre niveau, c'est-à-dire au niveau des journalistes, notre situation soit prise en compte. Soit prise en compte par les patrons de presse. Il y va de leur responsabilité. Nous sommes leurs employés, naturellement. C'est à eux véritablement de se battre pour qu'ils puissent trouver les moyens pour vraiment donner ce qu'on appelle une dignité aux journalistes. Bien sûr. Parce que, voyez-vous, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle la déclassification. Il y a une déclassification sociale au niveau de notre métier. Et ça, c'est pas bon. Le journaliste, c'est une lumière. Le journaliste, c'est un intellectuel. Le journaliste, c'est celui qui apporte la lumière dans la société. C'est quelqu'un quand même qui doit avoir, à qui on doit... Qui mérite tous les honneurs et avantages. Tous les honneurs, on doit avoir des égards aux journalistes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut piétiner, on veut arracher toute la dignité aux journalistes. Mais quand on le fait, on fait du mal à la société. Et ceux-là même qui sont dans cette logique, ils ne se font pas du bien à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Quand on est au pouvoir... Et on va terminer là-dessus. Quand on est au pouvoir, on a tous les droits. On a beaucoup d'entrées. Mais quand on n'est plus au pouvoir dans l'opposition, il faut penser à cela. Seul le journaliste peut nous sortir de cela. Très bien. Alors, je rappelle que le week-end, donc on va revenir sur les points importants, la 25e édition du prix Ebony, ça ne sera plus donc une soirée, c'est un week-end qui démarrera, Président. Oui, c'est un week-end bien meublé. Ça commence d'abord à midi, depuis le matin. La date, s'il vous plaît? C'est du 26, 27 et 28 avril prochain, c'est-à-dire le week-end prochain. Le week-end prochain, voilà. Le week-end prochain. Nous aurons d'abord, ça je vais rapidement, le ramassage des journalistes avec nos partenaires. Bon, je ne sais pas si je peux faire de la publicité ici. Allez-y. L'UTB et Sotra, que je remercie au passage, qui vont convoyer les journalistes jusqu'à Yamoussoukro. Et là-bas, il y a le village Ebony qui est là pour accueillir tout le monde. En même temps, nous allons procéder à l'inauguration. Ça sera où, ce village-là? Le village Ebony, c'est à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, non loin de Maquis le Bougnac, pour ceux qui connaissent un peu Yamoussoukro. C'est là-bas que nous allons établir nos quartiers. Très bien. Voilà. Et après cela, il y a l'après-midi, nous aurons le panel. Le panel, comme je l'ai dit, sur le thématique, on en a parlé. Voilà, le conférencier principal sera Charles-Denis Kwasi, qui est le DG de la CNPS. Voilà. Ensuite, il y a également d'autres conférenciers, bien sûr, le président de la ACA, Maître René Bourgoin, Consti Eka, qu'on connaît bien également, sûr. Et puis bien d'autres qui vont débattre. Et puis le lendemain, nous faisons le cross très tôt le matin. Après le cross, nous nous retrouvons au stade de la Poste pour jouer ce qu'on appelle la finale du tournoi de la confraternité. Voilà. Quelles sont les équipes? Vous savez que moi, je suis un peu déconnecté, mais je pense que... il y aura des équipes qui vont jouer dans ce tournoi-là. Voilà, parce qu'on a terminé. Je sais qu'il y a NTV2, je crois, un truc comme ça. C'est pas grave, il y aura des équipes qui vont représenter donc les maisons de presse. Je profite de l'occasion pour dire merci à tout le monde et saluer nos partenaires et inviter, en tout cas pour ceux qui auront les cartes, d'être à Yamoussoukro, parce que pour participer à Ebony, il faut avoir une carte d'invitation. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a pris langue avec vous. Vous êtes Jean-Claude Coulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il était important pour nous de vous offrir cette lucarne-là pour parler de la 25e édition des Ebony, qui se résume aujourd'hui, en cette année-là, à un week-end. C'est ça. Merci d'être venu, Président. C'est moi qui vous remercie et merci pour le bon boulot qui se fait ici. Merci beaucoup. Voilà. On part maintenant à la session d'information avec Isabelle Vauvor. À tout à l'heure. Merci de votre fidélité à ce programme. Notre plateau n'a pas changé, seulement que nous a rejoint l'honorable député maire de Tiasalé, Assalé Tiemboko. Merci d'être avec nous. Avec vous, on aura donc un regard assez panoramique de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je vous invite à aller à Bata, où il y a un bicéphalisme qui dure depuis 2019. Nous avons 2 chefs à la tête de ce village. Pour en savoir davantage, reportage. Nous sommes ici à Bata village dans la sous-préfecture de Bingerville. Un conflit de chefferie suscite des tensions. Des tragédies guettent ce village. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un chef
qui dit que lui, il a été installé par arrêté préfectoral. Il y en a un autre qui, lui, dit qu'il bénéficie de la caution populaire. Entre les deux, qui dit vrai et qui est le vrai chef à la fin des courses. Mesdames et messieurs, c'est ce conflit que nous ne voulons plus dans ce village, que nous voulons partager avec vous. À Bata Village, dans la sous-préfecture de Bingerville, depuis fin 2019, le village vit une crise sans précédent au niveau de la chefferie entre deux clans. Celui de Jomo Hyacinthe, qui revendique le soutien d'une tranche de la population, et Joseph Abito, reconnu par l'arrêté préfectoral numéro 135 du 5 octobre 2021, faisant de lui le nouveau chef d'Abata. Joseph Abito jouit de l'assentiment de la tradition parce que désigné par la génération Tchagba et entériné par un conclave des doyens d'âge après consultation des 4 catégories, les Djéhou, les Doba, les Agban, les Assoukrou, comme l'explique ce doyen d'âge. Chacun qui se prétend être chef doit faire objet d'une élection. Donc, dans chaque catégorie, là, les gens, ceux qui veulent se faire prétendre chef, doivent déposer leur candidature. Et cela se passe sur vote d'abord, au niveau de la catégorie seulement. À l'issue de ces votes-là, celui qui a obtenu le nombre de voix, on le retient. Nous avons pris le soin d'expliquer, document à l'appui, depuis le début de l'affaire, la question de chefferie qui a débuté depuis le 1er mai 2018 pour s'achever le 2 octobre 2021 avec la consultation populaire et qui a pris fin le mardi 5 octobre avec la délivrance de l'arrêté de nomination du chef du village d'Abata en la personne de M. Abito Gawa Abra Joseph. C'est lui qui a reçu l'onction de la génération Tchagba. C'est lui qui a été adoubé par les doyens d'âge. C'est lui, pour emprunter les mots au comité des sages, sinon au doyen du village, c'est lui qui a le profil pour la fonction. Désigné par la génération Tchagba et entériné par les doyens d'âge et par l'arrêté préfectoral, Joseph Abito ne parvient pas à asseoir son autorité ni même à exercer le pouvoir conformément à ses prérogatives. Ces tentatives de fumer le calumet de la paix avec son descendant Jomo Hyacinthe sont restées vaines. Mon frère Jomo et moi nous sommes rencontrés une première fois. Je lui ai même proposé de baisser la garde, qu'il vienne avec nous. Il y a plusieurs postes. À part le poste de chef du village, il y a le président du comité de gestion, il y a le foncier, il y a aussi la trésorerie. Je lui ai dit, petit frère, prends un poste et puis ensemble, nous allons gérer le village. Le petit frère Diomo a refusé. Il dit, lui, s'il n'est pas chef, ce n'est pas la peine. Le 28 mars 2024, c'est par la voix de son avocat que Jomo Hyacinthe va se faire entendre. Pour lui, pas question de rendre le siège de la chefferie à Joseph Abito, laissant ainsi entrevoir les prémices d'une crise qui n'est pas prête de s'arrêter. Il est venu faire une consultation populaire qui n'en est pas une. Et à la suite de cela, il a fait un rapport tronqué. Donc, sur cette base aussi, l'arrêté de M. Abito doit être annulé. Le 24 février 2022, le Conseil d'État est saisi par Hyacinthe Diomo qui conteste l'arrêté du préfet d'Abidjan faisant de Joseph Abito le chef du village d'Abata. En 2024, le Conseil d'État a aussi réglé le litige foncier opposant le chef de Moussou et le chef de Modeste en donnant raison au chef de Modeste. Fasse Dieu que la sagesse habite les uns et les autres, car vaut mieux prévenir que guérir. On vient de voir cet élément-là, messieurs. Depuis 2019, le village obéirait à 2 personnes, ce qui entrave la paix sociale, le vivre ensemble et la cohésion. Des affrontements, on ne les compte plus. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Barry? Quelle est votre lecture vis-à-vis de ce qui se passe à Abata? Je pense que pour moi, c'est triste parce que les chefs viennent de la même communauté. C'est vrai que la conquête du pouvoir, même au sens micro-social, crée des tensions entre les acteurs, mais ce n'est pas quelque chose qui est présentable parce que ça va contribuer à la division au sein même de la communauté et des affrontements peuvent subvenir, des violences peuvent subvenir. Je pense que c'est un moment aussi pour les autorités compétentes, le préfet, le ministre de l'Intérieur et toutes les personnes concernées de mettre en œuvre des actions pour pouvoir résoudre le problème. Très bien. Marius Komoé, quand on sait que la sagesse, parlant en termes africains, la sagesse se trouve auprès des chefs, n'est-ce pas, auprès de ceux qui sont garants de notre tradition. Comment est-ce qu'on peut assister à ce que, depuis 2019, un tel bicéphalisme dure? Alors, ce n'est pas la première fois que nous vivons ça dans le peuple Atchan, pour ne pas dire le peuple Blié.
Nous l'avons connu à Djamé, nous l'avons connu... Il n'y a pas que le peuple hébreu qui vit ça, il y a d'autres peuples bien en Côte entendu, d'Ivoire mais qui ici aussi, c'est récurrent. Ici c'est très récurrent, et ne pas le dire aussi, c'est perdre de vue l'histoire même de ce peuple qui, pour des questions de succession, on a vu à Nwambo également où il y avait un bicéphalisme qui a duré des années avant que la situation soit rétablie. Je pense qu'il va falloir, et tout ça est lié justement à la volonté des uns et des autres de prendre les rênes du pouvoir traditionnel et pour se faire, pour la plupart du temps, de l'argent. C'est les questions de vente des terrains et autres, tout ça qui guide leurs actions. Sinon, dans le village, on ne voit même pas la propension des chefs traditionnels dans, j'allais dire, la mise en œuvre des politiques de développement de leur village. Et tout ce qui les préoccupe, c'est de se proclamer chef et puis s'occuper donc des affaires du village et se faire de l'argent. Voilà, moi, le sentiment que j'ai au niveau donc de ce grand peuple, qui est un peuple frère au mien. Malheureusement, l'attitude de certains de ses fils et de ses cadres prête donc à confusion et ne nous amène pas donc à souvent soutenir les dérives que nous constatons. Comment pouvez-vous concevoir, je termine là-dessus, comment pouvez-vous concevoir qu'un chef ait des attributs au niveau administratif et que l'autre, qui ne l'est pas, conteste donc la suprématie, pour ne pas dire le pouvoir de celui qui est reconnu par l'administration publique. Honorable Assalé Timoko, cette situation, quand même, je suppose, vous gérez des collectivités, cela vous interpelle. La question du pouvoir, de la gestion du pouvoir, ou de la transmission du pouvoir, même à ce niveau traditionnel, pose problème. Oui, d'autant plus que le pouvoir s'accompagne de certains attributs, d'une capacité aussi à gérer des hommes et d'avoir une mise sur leur fonctionnement. Alors, la question qui est posée pose l'équation de l'équilibre qu'on doit avoir entre la loi et la volonté de maintenir la cohésion sociale. C'est cela. Un chef ne vaut que par l'acceptation de son autorité. Vous pouvez l'établir par un arrêté, mais si sa population ne le reconnaît pas, votre arrêté n'a pas de valeur. C'est vrai que juridiquement, il est protégé, mais dans la gestion quotidienne du village, il n'a pas d'autorité. Donc, c'est à l'administration de faire en sorte qu'il y ait cet équilibre-là entre l'application de la loi et la recherche de l'équilibre, de la cohésion sociale dans ces villages-là. À partir du moment où les questions de fond qui sont dans ce genre de dossiers, c'est les questions foncières, ça devient très compliqué. Puisque à Abidjan, globalement, tous les conflits qu'on a sont... Pourquoi c'est compliqué de gérer la question foncière? Mais justement parce que notre corpus juridique n'a pas encore clairement établi les règles qui doivent encadrer les droits de ceux qui détiennent des droits coutumiers, les droits de l'État, les droits de ceux qui ont acquis des terrains. Tout ça, il faut que ce soit encadré. D'ailleurs, je ne sais pas comment en parler. Le nouveau texte sur le code urbain, le code d'urbanisme, a clarifié les choses et il faut que nous communiquions dessus. Donc, effectivement, dans toutes les zones, ce n'est pas seulement propre au peuple à Tchan, dans tout le pays, les questions de succession, les questions de transmission de pouvoir. Même chez vous aussi, à Tchassalé, vous avez ça arrive, ce problème-là. on a des villages de ma circonscription où, depuis 5 ans, on n'a pas de chef. Parce qu'il y a un conflit entre des familles et donc, même le préfet et le sous-préfet sont totalement impuissants devant cette situation où les gens contestent ce qu'on désigne. Alors, il faut rappeler que c'est depuis 2019, nous sommes en 2024. Il serait donc bon que l'administration puisse jeter un coup d'œil et assainir et aplanir tout ce qui est discordance pour que la paix sociale soit préservée, revienne et soit préservée du côté du village d'Abata. Alors, donc, il y a problème, vous aurez donc l'occasion de regarder cette émission. C'est un projet de Live TV présenté par John Jay. Honorable, encore une fois, merci d'être avec nous. On vous voit faire des vidéos très sereins, très calmes, annonçant des choses. Est-ce que concrètement, vous êtes candidat ou vous préparez une éventuelle candidature pour 2025? Alors, deux choses. Je vais vous répondre avec un proverbe chinois. Et que vous allez expliquer après, je suppose. Avec un proverbe chinois, sans que cela ne ressemble à quelqu'un d'autre. Ce proverbe dit ceci, faisons rapidement ce qui ne presse pas afin de pouvoir faire lentement ce qui presse. Ce qui veut dire voilà. Ce qui veut dire que c'est chaque chose en son temps. D'accord. Le projet immédiat que j'ai aujourd'hui, c'est de me battre pour qu'en 2025, je puisse aller au Parlement avec des Ivoiriens qui portent des valeurs pour aller faire le travail de député.
Ça, c'est mon projet immédiat, ça. C'est sur ça que je Le travaille. projet lointain. Voilà. Mais avant, eh bien, évidemment, la législative, il y a la présidentielle. Et là-dessus, je peux vous répondre franchement, en 2025, en tant que député, en tant qu'élu de la nation, en tant que citoyen ivoirien, je prendrai la parole sur les questions présidentielles. Est-ce que ce sera en tant qu'acteur de ce jeu-là? En tant que candidat? En tant qu'observateur? Et ça, les jours qui viennent, nous préciserons cela. Ou en tant que mobilisant pour une classe politique? Non, moi, je ne mobiliserai pas pour une classe politique. Très bien. Messieurs, l'honorable député est avec nous. Nous allons donc visiter l'actualité de sa commune et ensuite l'actualité sociopolitique. Nous commençons avec vous, Barry. Permettez que je commence par l'actualité sociopolitique. On approche de 2025 et je me souviens que le député maire avait porté une loi sur la limitation de l'âge à la présidentielle. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est, si la loi a été présentée. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été votée? Alors, vous savez que, par la Constitution, le chef de l'État et les députés ont à concurrence l'initiative des lois. Le chef de l'État présente des projets de loi qui sont examinés, discutés et qui passent au vote après. Les députés proposent des lois. Donc, c'est une initiative qui est concurrente. Et donc, en tant que député, j'ai, de par la loi, la possibilité de proposer des lois qui concernent le fonctionnement des institutions, les rapports entre les citoyens, entre les institutions judiciaires, tout ça, le député peut le faire. Alors, lorsqu'un député fait une telle proposition, elle doit sous la même procédure que le projet de loi. Donc, la conférence des présidents doit se réunir, valider si ça suit un process. Ça suit un process. Et ensuite, ça arrive maintenant au niveau d'une commission qui est désignée, qui fait le débat en commission. Après, ça passe en plénière. Alors, le texte dont vous parlez, que j'ai proposé depuis avril 2022, pour le moment, on n'a aucune nouvelle de ce texte-là. D'ailleurs, ce n'est pas le seul texte, il y en a 3 au moins que j'ai proposé au Parlement. Et donc, à ce jour, nous n'avons j'ai aucune nouvelle du sort qui a été réservé à cette proposition de loi-là. Quand vous dites que vous n'avez aucune nouvelle, est-ce que vous êtes parti à la nouvelle, justement? J'ai été aux nouvelles, et ça, c'est en plénière. À 2 reprises, j'ai posé la question au président du Parlement de savoir où étaient les textes que j'avais déposés. La première réponse du président du Parlement a été que les textes ont été déclarés recevables et transférés au chef de l'État. Par la Constitution, le chef de l'État doit émettre un avis. Ça ne lit pas le Parlement, mais il doit mettre moins d'avis avant que le texte ne soit étudié. Et vous attendez toujours l'avis. Et donc, ce texte-là, d'après le président du Parlement, était parti chez le président. Et donc, on devait les relancer pour que ça revienne. Il y a eu un débat au Parlement pour ça. Après, 1 an plus tard, quand on a posé la question, on a dit que le texte se retrouverait maintenant au niveau du Conseil constitutionnel. Alors que les textes dont il est question, vraiment, en dehors de la Constitution, n'ont aucun lien avec un avis préalable du Conseil constitutionnel avant que cela soit fait. D'ailleurs, devant le silence du Parlement, qui donne l'impression que les députés sont juste là pour entériner les projets de loi et à fermer les yeux et les oreilles sur ce qui se passe dans leur société. Devant cette situation, 3 députés, dont vous, le député Griolou, Émile, Sangaré Yacouba. Et Sangaré Yacouba, qui sont les 3 députés qui ont fait des propositions depuis l'ouverture de la mandature. Nous avons saisi, il y a quelques jours de cela, le président du Parlement d'un courrier à l'effet de nous dire quel est le sort qui est réservé aux propositions que nous avons faites. Parce que cela est une violation de la Constitution. Si les députés et le président ont en concurrence l'initiative des lois, il faut bien qu'il y ait un sort qui soit réservé aux tests qui sont donnés. Et quelle est la réponse qui est revenue? Écoute, le test a été déposé il y a maintenant presque une semaine. Nous attendons que le président du Parlement nous réponde, nous dise clairement où sont passés les tests que nous avons déposés. Très bien. Marius Komoy. À écouter donc monsieur le député maire, on voit bien clairement qu'il y a du travail encore à abattre au sein de l'appareil étatique, étant entendu que cette attitude des 3 députés, dont vous-même, dénote un certain malaise au sein donc, du fonctionnement même de notre Assemblée nationale. C'est inacceptable que des députés fassent des propositions de loi et que leurs propositions disparaissent comme par enchantement jusqu'à ce qu'ils reviennent donc adresser un courrier à leur président pour réclamer donc, tout l'intérêt de l'Assemblée nationale. Est-ce que les courriers ont disparu?
mais c'est tout Les courriers suivent un processus, non, même si le processus, selon lui, n'est pas selon les textes. Quand l'exécutif envoie un projet de loi, mais rapidement, c'est instruit. C'est en moins de 2 mois. Mais voilà, ce n'est pas l'exécutif qui devrait être le premier, justement, à instruire les lois, c'est les députés. Il y a de la lenteur, mais il n'y a pas de disparition. Ce n'est même pas une question de lenteur administrative, c'est une question d'intérêt pour un dossier qui arrive. L'intérêt ici, c'est les décisions de l'exécutif. C'est une contribution, alors. C'était juste une contribution et j'élève une vive protestation contre cette attitude de l'Assemblée nationale face aux propositions de loi de nos députés qui sont presque relégués au rang de sillon. Mais c'est comme si on était payé à ne rien faire. Bien entendu. Et ça, c'est inacceptable. Écoutons Herman Abouaf. Moi, c'est plutôt une question. Oui, allez-y, Herman. Tout à l'heure, dans ses propos d'entrée, il a évoqué son objectif actuellement qui est de travailler à avoir des personnes qui vont être députées comme lui à l'Assemblée nationale pour défendre avec ces personnes-là les projets de loi. Pourquoi vous êtes arrivé à cette conclusion et est-ce que déjà vous avez des profils dans les régions? Oui, mais c'est de ça que nous parlons justement. Je suis député non inscrit, donc indépendant. C'est vrai que tous les députés représentent la nation, représentent tous les Ivoiriens. Mais vous aussi, non? Oui, bien sûr, je représente aussi les Ivoiriens. Ce n'est pas la Constitution, c'est notre rôle. Nous défendons les valeurs et les libertés de la population et leurs droits. Alors, il y a des choses qui se passent au Parlement dans lesquelles j'interviens. Il y a parfois des anecdotes extrêmement très compliquées qu'on ne peut pas compter ici, mais qui me permettent de faire des réflexions après, quand je sors du Parlement, à savoir en réalité à quoi nous servons en tant que députés. Est-ce que le travail pour lequel le peuple nous envoie au Parlement, est-ce qu'on nous laisse faire ce travail-là? Et donc vous avez l'impression qu'en tant que député indépendant, puisque quand vous finissez de parler, quels que soient les arguments que vous allez déployer, après on passe au vote. C'est vrai, c'est un processus démocratique, c'est la majorité qui l'emporte. Après on passe au vote et puis bon, la chose est faite. Une fois, j'avais fait un amendement, c'est une petite anecdote en une minute, j'avais fait un amendement qui était absolument sensé. C'est-à-dire que tout le monde avait reconnu la pertinence de l'amendement. Mais quand on est passé au vote, j'ai été surpris par la réaction des collègues, puisque presque à l'unanimité, l'amendement que j'ai fait avait été rejeté. Après, j'ai demandé à quelques-uns, mais pourquoi est-ce que, alors qu'on s'est parlé avant de venir ici, pourquoi vous avez rejeté mon amendement? La rue politique. Et il y a des collègues qui m'ont dit, oui, c'est vrai, on était d'accord au départ, mais on nous a demandé de voter contre toi parce que tu ne veux pas nous rejoindre. Alors, ce qui vous emmène, vous, à vous dire, il faut que vous créez quoi? Une formation politique, un mouvement? Je finis dessus. Allez-y. Je veux dire, les collègues n'ont pas voté pour les Ivoiriens, mais ils ont voté contre leurs collègues. Parce que si ton amendement passe, peut-être, ça pose un problème politique. Vous voyez? Et donc, j'ai dit à vos collègues, mais attends, vous avez voté contre moi et non pas pour les Ivoiriens. Non, on nous a demandé de voter comme ça. Alors, vous nous dites ici... ce que je vais vous dire... Oui, on aura, mais avant de comprendre ce que vous dites, voilà. nous, on comprend, en tant que citoyens ivoiriens, que certains de nos élus au Parlement agissent sous consigne, sous instruction d'intérêts qui seraient autres que ceux pour lesquels ils ont été votés. Mais justement. Très bien. Et aujourd'hui, je vais dire un truc, une chose qui peut-être va vous surprendre un peu. Il y a des collègues députés. Je pourrais citer par exemple le député Ben Meïté, qui est le président de la commission des affaires générales et institutionnelles. Oui. C'est l'une des commissions qui, lorsqu'elle vient pour travailler en plénière, tous les députés sont unanimes dessus, parce que les textes sont bien étudiés, et le député Meïté, il prend la parole. Par ses interventions, on comprend beaucoup de choses. Mais en même temps, après, quand vous observez parler, vous avez l'impression qu'il y a une barrière qu'il ne peut pas franchir. C'est-à-dire? Non, parce qu'il est dans le RADP. Il y a des choses, quelle que soit la volonté qu'il veut déployer dans le Parlement, il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Et ça, c'est un. Vous avez un député comme Assouba Jacob, qui est aussi du RADP, qui est un jeune député, qui a un courage énorme au Parlement là-bas. Après, vous découvrez qu'après, il est bloqué. Vous avez Marius Kounan, qui est au PDCI, et qui lui aussi parfois prend des positions. Après, vous découvrez que il y a une sorte de plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Très bien. Et donc, après, il se replie tous. Et donc, devant cette situation, je dis, il faut que, parce qu'il y a une sorte d'emprise des partis politiques sur les élus. C'est une prise d'otage, en fait. D'accord. Donc, votre décision... Donc, nous voulons travailler à travers le pays à faire en sorte que des Ivoiriens qui ont une liberté de penser, qui sont libres dans la tête, se proposent aussi d'aller au Parlement. Parce que je suis seul, indépendant en tant que tel, non inscrit, il y a d'autres, mais qui sont un peu apparentés aux partis politiques. Quand on doit parler là, il y a un écran au Parlement là-bas. Chaque député a 3 minutes. Bien sûr.
Sur le temps de Moi, parole. je suis seul, je parle en 3 minutes. Mais quand un groupe parlementaire doit parler, c'est l'ensemble des députés du groupe parlementaire qui peuvent parler. S'ils sont 20, c'est 20 multiplié par 3. Donc, ils ont 1 heure. Et donc, il faut que moi aussi, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, je me batte pour avoir un groupe parlementaire d'indépendants. Si on est 10 fois 3, on aura 30 minutes. Et on pourra aussi parler. Ainsi, quand on sortira du Parlement, même si le test ne passe pas, quand lui se retrouve à Bangourou qui parle, l'autre se retrouve à Korogo qui parle. Une force d'influence. En ce moment-là, c'est pas un seul individu qui parle. Très bien. Pour qu'on ait l'impression que c'est lui qui parle dans le pays. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur, que je veux réaliser. Élisée Boloube, question. Moi, j'ai 2 questions Allez-y. honorables. La première, déjà, c'est pour rebondir sur votre chute. Vous voulez qu'il y ait en tout cas des députés qui viennent en tout cas vous prêter main forte, donc vous allez travailler dans ce sens. Moi, je veux savoir, est-ce que l'objectif in fine, c'est de parvenir à créer une coalition politique, donc transférer tout ça dans un parti politique? Ça, c'est déjà la première question. Deuxième question, on vous voit très souvent prendre la parole sur des questions d'intérêt général, et ça, je tiens vraiment à vous féliciter là-dessus. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle j'ai souvent du mal avec les députés tous bords confondus. Laquelle? On est tous unanimes aujourd'hui que la situation économique de la Côte d'Ivoire n'est pas des plus reluisantes. Je veux dire que pour les citoyens ivoiriens, au regard de la vie chère. Mais les députés, toutes sensibilités confondues, sont unanimes quand il s'agit d'augmenter leurs émoluments, leurs indemnités. Et ça passe sous silence. Personne n'en parle, personne ne s'offusque, personne ne dit à ce moment précis-là que non, les députés, les Ivoiriens nous représentons souffrent. les Ivoiriens, eux-mêmes, ils ont encore du mal, n'augmentons pas nos charges qui vont peser encore sur les Ivoiriens. Vous, quelle est votre position sur cette question? En tout cas, depuis que je suis au Parlement, les émoluments, je dis les indemnités des parlementaires n'ont pas augmenté. Cela a été fait avant que je n'arrive au Parlement. Donc, c'est la loi, elle est votée, elle est appliquée. Après, sur la question de la cherté de la vie, moi, je parle. Vous allez sur ma page Facebook, j'ai fait même des directs et j'ai fait des publications dessus. J'ai proposé même des choses, des voies pour acheter de la vie. Et puis, après, c'est les Ivoiriens, c'est les parlementaires. S'ils ne sont pas à mesure de porter la voix de ceux qui représentent. Ça veut dire quoi? Mais Être à mesure de porter la voix. Ah oui, mais justement, le député de la Constitution, il est clair, on dit qu'il est le représentant du peuple. Oui. C'est lui qui porte sa voix, c'est lui qui défend sa cause. Maintenant, vous dites... Mais si nous sommes 255 plus les sénateurs et que personne ne prend la parole pour défendre la cause des Ivoiriens, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à Saïd Timoko. C'est la faute au système. Très bien. Alors, on est d'accord avec le point d'Élysée qu'il n'y a aucune demande pour l'instant d'augmentation de quelques émoluments que ce soit. Et que ce n'est même pas en vue, n'est-ce pas? Ce n'est pas en vue, mais en même temps... Non, les émoluments augmentés ont été faits avant qu'ils ne viennent au Parlement. Sinon, Sinon, il y a eu. Il y en a eu même. Je parle avec sa présence. Il y en a eu. Honorable, je parle de vous là maintenant, l'Assemblée actuelle. Est-ce qu'il y a quelques velléités de demande d'augmentation des émoluments en fonction de la question? Non, pour le moment, on n'en a pas. Très bien. Je n'en ai pas entendu parler, mais en même temps, vous savez que moi, je communique beaucoup sur ce qui est reversé aux députés. Et je considère que même si ils sont soumis à des sollicitations sociales extrêmement énormes sur le terrain, ce qui est déjà fait est assez conséquent. Et par conséquent, il faut que derrière, il y ait un travail, une sorte de redevabilité de l'élu vis-à-vis du peuple qu'il représente et tu fais des sacrifices pour lui payer les indemnités qu'il reçoit. Très bien. Alors, la deuxième partie de ma question n'a pas été répondue. Est-ce qu'il veut muer ce mouvement en parti politique? Non, je ne créerai pas de parti politique. J'estime qu'il y en a d'ailleurs trop. En revanche, il est possible que je mette en place un mouvement citoyen, un mouvement politique qui est totalement différent d'un parti politique. Un mouvement rassemble des gens qui portent des valeurs et qui veulent mener un combat pour atteindre un objectif précis. Donc, dans ce cadre-là, il est possible que dans quelques semaines ou dans quelques mois, je mette en place, parce qu'il faut bien qu'on porte honorable, une identité politique. Est-ce que vous savez que ça, c'est le cheminement du PASTEF? Merci, ça a commencé par un mouvement citoyen. Merci, Élisée. Devenir après le PASTEF. Merci, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Voilà. Je l'ai dit à l'entame. Mais dans tous les cas, et ensuite, les bons modèles doivent être copiés. Alors, on dit en politique, il ne faut jamais dire source, je ne boirai pas de ton eau. Oui. Vous nous avez dit ici, dans ce pays, que vous luttez contre la mauvaise gouvernance et vous êtes contre ceux qui vont... Les inégalités sociales. Qui coupent les mandats. Vous étiez maire, aujourd'hui vous êtes député. Aujourd'hui, vous nous dites sur ce plateau,
que vous n'allez jamais muer votre affaire en parti politique. Non, je n'ai pas dit jamais. Je dis que je n'ai pas créé un parti politique. Ah d'accord, on retire le jamais. Je vais faire très bien. un mouvement politique que peut-être que je vais mettre en place. Parce que dans tous les cas, il faut que je porte une identité politique. Absolument. Ah, c'est clair et c'est net. On commence à aller. Non, à partir du moment où je vais multiplier le nombre de députés comme moi en tant qu'indépendant, il faut bien qu'on ait une identité politique. Au Parlement, même si on est arrivé au Parlement, il faut bien qu'on porte une identité par rapport au groupe parlementaire. Donc il faut un mouvement derrière. Alors, mais par rapport à ce que vous avez dit aussi, vous savez, c'est la Constitution. Quand on prend l'article 46 de la Constitution, il vous dit clairement que le cumul des mandats est autorisé. Est-ce que vous êtes obligé d'y aller? Non, on n'est pas obligé d'y aller. Mais en même temps, on n'a pas vocation à laisser des gens qui n'ont pas la capacité de faire bouger votre région diriger. Vous allez tout sous faire en prétexte même temps? Non, pas tout faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que je suis efficace en tant que maire et député? Vous n'avez pas cette impression-là? Et demain, vous allez nous dire, je serai aussi efficace. Non, mais en même temps, il y a des problèmes. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 5 propositions de loi que j'ai déjà rédigées, que je vais déposer. Mais je vais avoir le sort de celles que j'ai déjà déposées avant de les déposer. Mais il y a une qui concerne le cumul des postes. Que dit-elle? Son corps vient de le faire au Sénégal. Oui. Il était maire de Ziguinchor. Il a démissionné. Il était aussi député. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui qu'ils ont pris le pouvoir, la première chose qu'ils veulent faire, c'est de supprimer le cumul des mandats. Parce qu'ils ont le pouvoir maintenant de décider. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Donc, quand vous serez aux affaires, vous allez décider. J'ai demandé qu'on modifie la Constitution depuis 2022. Ça fait presque 3 ans que j'attends qu'on programme le texte pour en débattre. Dans ces propositions-là se trouvent ces questions de cumul et de transhumance des élus et tout ça est dedans. Voilà. Très bien. Alors, rapidement, un dernier point sur l'enlèvement des ordures dans les communes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez bientôt rentrer en grève, vous, maire? Parce qu'apparemment, il y aurait conflit. Est-ce qu'on pourra en savoir davantage? Je voulais lui ajouter une question que vous avez dit sur le dernier point. Et qu'est-ce que, en tant qu'acteur politique ou bien citoyen, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Laurent Gbagbo? Qui a été confirmée par la candidature du président Laurent Gbagbo, d'un point de vue de la législation, d'un point de vue de la Constitution, à partir du moment où on a supprimé la limitation de l'âge, il remplit les conditions pour être candidat. Et donc, c'est son choix personnel d'y aller ou de ne pas y aller. Après, il y a maintenant le Conseil constitutionnel qui va apprécier si, au regard de la loi, au regard de sa situation de droit civique et politique, s'il remplit les conditions. C'est nos débats. Mais d'un point de vue de la Constitution, à partir du moment où vous avez retiré la notion de limite de l'âge, tous les Ivoiriens qui sont au-delà de 75 ans peuvent se présenter et il est dans ces conditions-là. Après, c'est au juge d'apprécier s'il remplit les conditions pour être candidat au regard de sa condamnation à une peine d'emprisonnement, même gracie. Et donc, après, le débat juridique est fini. À partir du moment où la condamnation est devenue définitive, ce débat est terminé. Maintenant, on a un contexte où on sait que la politique c'est aussi là de l'impossible. Les acteurs politiques peuvent trouver toujours le moyen de régler leurs conflits en s'asseyant pour discuter. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont dans leur droit de vouloir une décision du chef de l'État pour permettre à leur candidat de se présenter. Pour terminer, donc, la question des ordures avec les mairies, est-ce que vous allez rentrer en grève? Mais avant de dire un mot sur les ordures, je voulais dire un mot par rapport aux députés suppléants. Allez-y. Alors, nous avons cette situation dans nos parlements où des députés suppléants, élus en même temps que les titulaires, sont dans une situation où ils n'ont aucun statut juridique. D'ailleurs, d'accord, les ministres qui sont députés, donc qui ne siègent pas, sont remplacés par leurs suppléants. Tout à fait. Quand un député titulaire décède, il ne peut pas être remplacé par son suppléant parce qu'il faut une nouvelle élection. Alors, on se demande à quoi ils servent au juste. Alors que la base sur laquelle cette suppléance a été créée, qui est une recommandation de la francophonie, disait qu'on doit leur donner un statut qui est un peu similaire à celui des titulaires. Mais ce sont des gens qui reprennent les députés, qui sont sur le terrain et qui participent aussi à créer l'équilibre démocratique. Mais ils n'ont rien du tout. Et donc, moi, j'ai proposé aussi une loi qui va créer, qu'on en débatte et qu'on trouve une situation pour ces pères de famille qui sont élus comme nous, mais à qui on ne reconnaît aucun droit. Donc, c'est important qu'on en parle aussi. Alors, sur la question des ordures... Là, on a presque fini. Oui, on a fini pratiquement. Sur la question des ordures, rapidement, dit qu'il va falloir qu'on s'asseye, qu'on en parle. Est-ce que les Ivoiriens savent que les maires n'ont pas le droit de ramasser les ordures en Côte d'Ivoire? Très bien. C'est interdit par décret. Et que la prérogative revient... Cette prérogative revient à l'ANAGED, à qui on verse les redevances enlèvement d'ordures dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, à qui on verse une partie des codes d'impôts des collectivités, et qui finalement ne fait aucun travail dans nos collectivités. Nous sommes tous les jours en train de de faire une sorte de démarche administrative et de déployer un trésor d'imagination pour pouvoir ramasser les ordures dans nos communes, alors que c'est interdit par la loi. Et on va donc s'arrêter là-dessus. Voilà. Au moins, les Ivoiriens savent la question et à qui revient la responsabilité.
Si vous avez été interpellé que vous êtes de la Nagette, n'hésitez pas à nous appeler et on vous fera donc la place au plateau pour exprimer votre point sur la question des ordures en Côte d'Ivoire. Merci, honorable. Merci d'être venu. Le député maire de Tia-Salé, Assalé Timoko, que nous avons eu beaucoup de plaisir pour son regard à 360 degrés de la politique, de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.